Lorsqu'une série commence par des extraits des attentats du 11 septembre, tu sais que ça va partir en couille. Euphoria. Comme d'habitude, ce qui est indiqué dans le titre de la vidéo, il n'y a pas de spoilers, reste tranquille, après on va tout spoiler. Euphoria est l'histoire d'adolescents au lycée qui sont en recherche identitaire et qui vont passer par plein de phases différentes comme la drogue, le sexe, l'alcool. Mais on va plus principalement s'intéresser au personnage de Rue, interprété par Zendaya, qui elle est addict aux drogues depuis un bon moment. Euphoria est une série HBO qui est sortie durant cet été et j'ai commencé la série hier, de 15h à 23h, j'ai tout regardé. Il y a 8 épisodes d'une heure, ça va très vite et c'est extrêmement addictif, donc c'est difficile de s'arrêter. Et je le dis tout le temps, pourquoi regarder un épisode par semaine quand tu peux regarder un épisode par heure? C'est adapté d'une série israélienne éponyme par Sam Levinson, qui je crois que réalise, écrit, coproduit quasiment toute la série. Et c'est globalement une série qui prend toutes les séries pour ados et dit vous n'êtes pas allé assez loin. Tu prends toutes les séries pour ados de Netflix et Euphoria ça défonce tout. Vraiment ça va être difficile de mater des séries pour ados après avoir vu Euphoria, tellement c'est pertinent comme série, tellement ça parle bien d'adolescence, de jeunesse, d'innocence, mais en même temps ça parle de substance, de sexe, de relations intimes, de relations toxiques, etc. Déjà j'avoue que j'aime beaucoup le générique parce qu'en fait c'est juste le texte de la série pendant quelques secondes et puis c'est tout. Dans cette série on va donc suivre le personnage de Zendaya qui s'appelle Rue. J'ai vu la série en VO donc je sais pas comment sont prononcés les noms en VF, mais en anglais par exemple ils disent Rue pour le nom de Zendaya, Jules ça doit être Jules, etc. Donc si je dis des noms qui ont l'air différents à votre oreille, c'est parce que j'ai vu la série en VO. Enfin bref, Rue fait la voix off de la série parce que c'est un peu sa série à elle et on va suivre un peu son tourment psychologique parce qu'elle était addicte à plein de drogues, à plein d'opiacés qui sont assez facilement distribués aux États-Unis. D'ailleurs, c'est un vrai problème aux States. On va vraiment suivre sa sortie de désintoxication et vraiment sa vie après ça et son retour au lycée. Et j'aime beaucoup parce que ça parle vraiment de ça parle de drogue, ça parle d'addiction, elle est complètement addicte cette jeune femme, elle essaie de s'en sortir, ça gâche ses relations avec sa famille, avec ses amis, elle est vraiment accro et c'est vraiment une thématique importante de la série. Et le sexe a une place extrêmement importante aussi parce que grosso modo la thématique principale ça serait le sexe. Il y a plein de volets différents sur le sexe, il y a le sexe que tu fais quand tu es amoureux, il y a les gars qui veulent coucher avec une fille juste parce qu'elle est bonne, il y a la fille qui sent pas bien dans sa peau qui commence à avoir du pouvoir sexuel parce qu'elle a perdu sa virginité, elle commence à se remettre en question et elle se rend compte qu'au final elle peut coucher avec tout le monde. Il y a l'histoire du sexe sur internet, de la pornographie évidemment. Il y a aussi toute une histoire plus sombre du chantage via le sexe, par exemple quand t'as fait des enregistrements de quelqu'un et tu menaces de les diffuser en échange de quelque chose. Bref, il y a plein de thématiques différentes sur le sexe et chaque personnage est attribué une certaine thématique par rapport au sexe et on va détailler tout ça en spoiler, mais c'est assez vaste et ça raconte plein de trucs différents qui sont vraiment intéressants. Ça parle aussi de domination, tu vois un nombre impressionnant de pénis dans cette série. Moi qui avais pensé que j'avais vu le maximum possible dans Spartacus, alors là j'en ai vu plein. Et étonnamment, malheureusement pour moi, tu ne vois pas du tout de vagin, donc c'est un parti pris assez intéressant. Je pensais qu'ils montraient des pénis pour dire que d'habitude on voit plein de femmes à poil mais on voit jamais des mecs à poil, et en fait là t'as jamais de meufs à poil, t'as juste des mecs à poil. Du coup c'est un parti pris assez intéressant. Après il y a plein d'idées qui sont intéressantes, il y a toutes ces discussions que moi j'ai jamais entendues dans une série avant, c'est qu'en fait le sexe c'est pas le truc le plus intéressant d'une relation sexuelle, c'est ce qui se passe avant. C'est dingue mais on n'en parle pas assez de ça, vraiment on n'en parle pas assez et c'est super pertinent. Et j'aime bien parce que les ados ils se comportent comme des ados, ils ont pas peur de boire, ils ont pas peur de se droguer, ils ont pas peur de parler de cul, ils ont pas peur d'être complètement pervers et chelou, mais c'est des ados, c'est normal. C'est normal qu'ils soient dérangés. Bon, ils sont peut-être un peu plus dérangés que des ados français, je pense. En tout cas, moi, j'étais pas aussi extrême, on va dire, quand j'étais adolescent. Plus tard, c'est différent. Blague à part, c'est peut-être un peu extrême pour les adolescents, surtout que tu dis que tous ces gens-là, ils sont au lycée. Bon, encore une fois, ils sont au lycée, mais tu vois les... Moi, j'avais pas ça au lycée, hein. Sydney Sweeney, elle était pas à mon lycée. Même Nate, hein. Nate, les gars, ils ressemblaient pas à Nate à mon lycée. Le mec, c'est un quarterback bodybuilder, ils sont au lycée, c'est pas possible. C'est un univers différent aux States, ça peut paraître un peu extrême pour nous, mais imaginez que c'est des gens qui sont à la fac et ça passe beaucoup mieux. Et j'aime bien aussi parce qu'à un moment, il y a un mec qui dit à une meuf, personne ne t'aime réellement, il y a que des mecs qui veulent coucher avec toi. Et ça c'est intéressant parce que tu l'entends pas vraiment dans les séries. Parce que c'est difficile déjà, je pense que pour une actrice d'entendre ça, même si c'est un personnage, et c'est difficile pour une femme d'entendre ça. T'imagines, tu dis à une femme, personne veut sortir avec toi, les gens ils veulent juste te baiser. Donc il y a plein de trucs vraiment cruels, vraiment même très crus et durs à entendre. Et j'aime bien parce qu'on l'entend quoi. Et j'aime bien parce que t'as des trucs doux que t'entends comme le fait que ce qui se passe avant le sexe c'est mieux. Et t'as des trucs horribles que t'entends comme ça. Mais c'est vrai parce que les adolescents
adolescents ou même les jeunes personnes parlent comme ça. Elles disent des trucs qui peuvent traumatiser des gens toute leur vie, c'est normal. Ça parle aussi de la virginité de quelqu'un et un personnage qui va avoir une remarque par rapport à elle en lui disant putain t'es encore vierge au lycée, et ça montre bien la pression que t'as vraiment à perdre ta virginité, à quel point c'est stressant. Et c'est vrai que tu le veuilles ou non, que t'es couché avant tes amis ou après, tu mets ou tu reçois une certaine pression. Et c'est assez intéressant d'avoir abordé ce sujet aussi. Et il y a plein de moments dans la série où les puceaux ne sont tout simplement pas respectés. Il y a aussi tout un épisode sur le poids d'une personne. Alors j'ai pas trop aimé le traitement du poids parce que en fait il est trop positif dans le sens où t'as ce personnage qui est gros dans la série et t'as toutes ces thématiques où elle se dit c'est bien d'être grosse, ça ira bien, y a pas de souci. Non, c'est pas bien. Tu peux être grosse si tu veux, tu fais ta vie, ou gros, peu importe. Mais le dire ouvertement comme ça, c'est pas bien. Même si tu te reprends sexuellement en main, ok, je veux bien. Mais faut pas dire aux gens que c'est bien d'être gros. Vraiment, faut pas. Dire aux gens que t'as le droit de coucher avec autant de personnes que tu veux, ok, ça n'engage en rien personne. Mais dire aux gens que tu peux être gros, ça c'est pas bien. Parce que c'est pas bien pour ta santé, tout simplement. Et en plus de ça, Dieu sait que c'est difficile d'être gros dans la vie. Parce que les gens se moquent de toi, surtout au lycée. Et en plus de ça, c'est contraignant physiquement. Donc la thématique du poids, j'ai pas trop aimé la manière dont c'était assez léger en mode ouais c'est pas grave d'être grosse, c'est bien, et on revient jamais dessus et c'est un peu dommage. Mais j'ai beaucoup aimé que cette personne là soit traitée de grosse, non pas qu'il faut traiter les gros de gros, évidemment faut les respecter quand même, mais j'aime bien parce que en réalité quand t'es gros au lycée, les gens vont te dire que t'es gros. Et j'aime bien parce que la série dit les choses. Maintenant, dans une série, tu vas jamais avoir du fat shaming, ça n'existe plus. Il faudrait en avoir. Pourquoi? Parce que c'est la réalité. Au lycée, moi j'étais plus gros, on me disait que j'étais gros et ça m'a motivé à me remettre en forme. Ça marche pas pour tout le monde, évidemment, les insultes. Moi, ça a marché. Mais faut dire les choses. Quand t'as des lycéens et pas avoir de fat shaming, c'est que ta série est trop gentille. Donc quand tu veux parler d'adolescence comme cette série-là, faut parler de sexe, faut insulter les femmes qui couchent avec trop de mecs, faut les traiter de putes. Pourquoi faut les traiter de putes? Parce qu'au lycée, ça arrive. À la fac, ça arrive. Évidemment, moi je le pense pas, les femmes font ce qu'elles veulent, les mecs font ce qu'ils veulent, y a pas de souci. Mais dans la vraie vie, tu te fais traiter de pute. Et le fait de censurer ça, c'est pas une vraie représentation de l'adolescence. C'est pas du tout réel, c'est pas du tout authentique, et là ça fait plaisir d'entendre ces choses horribles. Et c'est bien parce que la série t'explique que c'est pas bien de dire ça, c'est pas bien de parler aux gens comme ça, c'est pas bien d'être aussi méchant avec les gens, mais avant de dire qu'il faut pas être méchant avec les gens, il faut montrer la méchanceté. Et moi j'ai aimé ce manque de censure de la série, ce fait d'être complètement direct et de dire les choses. Ça fait bizarre parce qu'à force de se taper toutes les séries pour adolescents de Netflix, où c'est vraiment gentil, alors là, t'en prends plein de la gueule, forcément. Il y a aussi toute une phrase que j'ai adorée sur la drogue, où Zendaya dit que les highs sont vraiment high, du coup, the highs are really high, et the lows are really lows. Ça montre bien le délire du truc, c'est quand tu te drogues, oui, la montée est excellente et incroyable, mais c'est vrai que la descente, c'est une vraie descente, quoi, ça fait mal. Donc ça parle vraiment assez sérieusement de tout ça. Il n'y a pas trop de passages sous drogue dans la série, parce qu'ils ont pas voulu se faire chier avec la mise en scène. Il y en a quelques-uns, mais il y en a pas beaucoup. C'est pas vraiment le cœur de la série de nous montrer les sensations de la drogue. C'est plus de nous montrer les impacts. T'as par exemple Midsommar, ils utilisent vraiment bien les impacts des champignons, un équivalent du LSD, où tout bouge, même les fleurs respirent, les arbres respirent. Là, c'était le but. T'as des films comme Trainspotting où on essaie de te montrer les effets de l'héroïne par exemple. Ou encore une fois Narcos où ils essaient de montrer les effets de la cocaïne. Il y a une vraie volonté de montrer les effets. Là, il n'y a pas vraiment de volonté de montrer les effets, il y a juste une volonté de montrer les impacts. Et de manière générale, la mise en scène est absolument excellente. Vraiment, il y a énormément d'idées, on dirait plus une pièce de théâtre à certains moments parce que tous les murs sont déconstruits, l'éclairage change de manière non naturelle. Ils ont assumé vraiment le côté théâtral, le côté presque dramatique, un peu trop dramatique du lycée, où t'es jeune, t'as l'impression que le monde tourne autour de toi, et c'est un peu ce qui s'est passé, c'est que la caméra tourne autour des personnages énormément de fois, les lumières changent alors qu'il n'y a pas du tout ces lumières naturelles dans la pièce, il y a énormément de violet, il y a énormément de plans séquences, il y a un plan séquence au début de l'épisode 4 qui est une sorte de carnaval, du moins une sorte de fête foraine, et c'est génial, c'est un plan séquence qui suit très bien les personnages, qui les remet bien en contexte géographiquement, et la géographie de cette scène-là est extrêmement importante aussi, parce que certains personnages ne doivent pas se rencontrer, ne doivent pas se voir, etc. Du coup, avoir un plan séquence pour vraiment montrer où sont tous les personnages par rapport à la même scène, au même endroit, c'est génial. Et il y en a vraiment plusieurs des plans séquences, et ils sont vraiment tous excellents, et ils ont une vraie utilité. Physiquement, il y a des murs qui tombent, il y a d'autres qui sont rajoutés, t'as des scènes qui sont montrées par-dessus d'autres, alors que ça n'a pas de réalité propre dans la série, c'est juste des éléments de fiction, des éléments de mise en scène qui permettent de mieux construire le personnage et de mieux comprendre son voyage psychologique. Il y a aussi énormément de références aux séries HBO, mais quand je dis énormément, c'est énormément. Il y a même une séquence Game of Thrones dans la série.
Et ouais, il y a plein de références à The Wire par exemple, même si j'ai pas vu The Wire, je sais que c'est des références à The Wire. Il y en a énormément des références à HBO, c'est clair et net. Et c'est intéressant parce qu'il y a tout un délire par rapport à la fanfiction dans un épisode, le fait d'être créatif, le fait de créer du contenu qui plaît aux gens et en même temps se cacher derrière ce contenu et le laisser nous représenter. Par exemple, vous ne connaissez pas ma vie, vous ne voyez ce que je décide de vous montrer. J'essaie d'être le plus honnête possible, mais vous ne connaissez juste pas ma vie, on n'est pas potes fatalement. J'aime bien avoir une proximité avec vous, mais en vrai on se connaît pas. Donc c'est ça le délire, c'est vraiment de vous montrer uniquement ce que je veux vous montrer. Peut-être je suis quelqu'un d'horrible, peut-être je suis un mec grave sympa, peut-être je suis un nazi, on n'en sait rien. Je suis pas un nazi par contre, c'est une blague. Mais voilà, vous connaissez pas la personne que je suis, et c'est un peu ce que la série veut dire aussi, c'est que tu sais pas qui est derrière l'œuvre que tu regardes, tu sais pas qui est le mec derrière la vidéo que tu regardes là. Je vous assure, vous savez très bien qu'en DM, Insta, Twitter, je suis sympa. Et même les gens qui m'ont rencontré dans la vie savent que je suis sympa, donc vous inquiétez pas. Il y a aussi cette thématique de l'innocence, par exemple, quelqu'un qui est accusé à tort de violence, même s'il n'est pas jugé coupable, ça ruine sa vie. Sa vie, elle peut être terminée à cause de ça. Une seule plainte et ta vie peut terminer. On l'a vu avec les youtubeurs, par exemple l'année dernière, quand il y avait Balance ton youtubeur, une seule accusation, qu'elle soit vraie ou pas, ça part en couille. Ça suffit pour gâcher les carrières de youtubeurs. À la limite pour YouTube, pour ceux qui savent pas leur travail, c'est pas très grave, à la limite, je dis bien. Mais si tu veux intégrer une grande école, avoir un travail, une seule accusation, c'est fini. Même si c'est démenti, même si c'est faux 2 ans plus tard, il suffit de ces 2 ans-là pour que ta vie soit finie. Et c'est un peu ce qui se passait avec l'acteur Geoffrey Rush, qu'on a vu beaucoup dans Pierre des Caraïbes par exemple, il joue Barbossa. Le mec a eu des accusations de viol ou d'atteinte en Australie ou je sais pas quoi, et elles ont été démenties, il a gagné le procès, il a gagné 2 millions. Mais il a été considéré comme un violeur, comme un agresseur sexuel pendant presque 2 ans. Le pauvre a été déclaré innocent. Donc j'ai bien aimé qu'il parle de ça, alors même si pour le coup dans la série la personne n'est pas innocente du tout, c'est pas un spoiler, ne vous inquiétez pas, mais en tout cas c'est très intéressant d'en parler. Et la bande son, bordel, la musique, il y a énormément de moments en musique dans chaque épisode, il y en a avoir 5 ou 6 et je déconne même pas, où t'as juste les acteurs qui parlent et t'as de la vraie musique, pas de la musique orchestrale, de la musique des chansons vraiment connues. Il y a même une chanson qui est géniale, qui a été faite uniquement pour la série et c'est très très cool ce qu'ils ont fait avec. J'écoute la BO depuis hier soir, je suis à fond dedans, vraiment j'ai adoré la musique. C'est des tubes assez connus mais vraiment ils passent très très bien et dans la série c'est encore mieux. Le seul vrai défaut que je peux vraiment trouver à cette série, c'est que il y a un manque de conclusion par rapport à certains personnages, c'est-à-dire que la saison se finit, il y aura une saison 2, mais il y a des intrigues où t'as pas vraiment de réponse tout de suite, t'aurais aimé savoir où sont les personnages avant de finir la saison. D'habitude la saison se concentre sur plein de personnages différents, mais vraiment la fin de saison c'est que sur Rue, même si le finale est spectaculaire et incroyable à regarder, il est très très beau, c'est un délire à part. J'aurais aimé avoir plus de conclusions à d'autres intrigues, il y aura forcément des conclusions enfin à la saison 2, mais t'es un peu frustré parce que t'aurais aimé savoir ce qui se passe avec certains personnages. Et je trouve que l'épisode 5, il est un peu trop sage, dans le sens où c'est un épisode de transition, mais il se passe pas grand chose, il est un peu sage. C'est le genre d'épisode qui m'aurait fait chier d'attendre semaine par semaine. Parce que si j'attendais semaine par semaine, j'aurais regardé un épisode vraiment lent où il se passe pas grand chose et j'aurais eu le seum. Là, vu que j'ai enchaîné toute la série, je m'en fous que j'ai un épisode plus lent que les autres parce que j'ai l'épisode 6 juste après. Et mon épisode préféré, c'est l'épisode 7 parce que je l'ai trouvé juste extrêmement intense psychologiquement et juste génial. L'épisode 4 aussi du carnaval était excellent. Euphoria, c'est une ode à la jeunesse, c'est une ode à l'aventure sexuelle, à l'aventure de substances illicites. C'est une aventure dans la méchanceté, dans la cruauté de l'homme, de l'adolescent de manière générale. C'est une journée spirituelle pour les personnages. C'est une quête identitaire. C'est un rite initiatique absolument brillant qui a consommé mais sans modération. Regardez-moi tout ça en une seule journée parce que c'est extrêmement addictif. Tu veux savoir la suite. T'adores ces personnages, j'en ai pas encore parlé mais ça va venir tout de suite. Tout est absolument brillant dans cette série. C'est facilement top 3 de mes séries préférées cette année avec Tchernobyl et Dark. C'est une giga claque et j'ai adoré chaque instant de cette série et ça fait voyager en tant que jeune. Ça te remet en question aussi. C'est une série qui moi m'a laissé sur le cul et je ne peux que vous la conseiller. S'il y a 3 séries que pour l'instant cette année je devais vous conseiller, c'est Dark, Tchernobyl et Euphoria. 2 séries HBO dans le tas. Hein. En tout cas voilà, courez sur Euphoria, c'est absolument excellent. Avant de commencer à spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à soutenir gratuitement grâce au lien de description et dans le commentaire épinglé, vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et on spoil. Ça fait bizarre de voir Cal quand tu connais Dr. Sloan de Grey's Anatomy. J'ai beaucoup aimé son personnage parce que vraiment au début il est dominant, tu vois que c'est le mec qui peut vraiment presque tuer quelqu'un pour arriver à ses fins. T'as l'impression que c'est un mec vraiment froid et il a vraiment une discipline de vie très particulière. Il veut être le meilleur, il se donne à fond pour tout et c'est compréhensible parce que c'est assez méritant quand même. C'est une qualité que tu peux rechercher en tant que personne, de te donner à fond. Par contre le côté tu trompes ta femme avec des mecs, c'est un autre délire. Homosexuel refoulé, il couche avec des jeunes garçons et il est fait vraiment le mec dominant, il aime ça. Et sa vie
vie va basculer quand il va revoir Jules en dehors du motel. Et c'est intéressant parce que je pensais vraiment que ça allait être le mec qui allait menacer de la tuer, mais le mec vient la voir et il dit écoute, je sais que tu peux détruire ma vie, mais s'il te plaît, ne dis rien. Pas de menace, au contraire, il se propose même de faire des trucs pour elle, et elle, parce que Jules est trop gentil forcément, elle dit pas de soucis, t'inquiète pas. Et je m'attendais vraiment à ce que ce soit un gros bâtard de fils de pute. C'est un peu un bâtard parce qu'il trompe sa femme, il a une mauvaise relation avec ses enfants, mais au moins c'est pas un psychopathe, c'est pas Nate par exemple. Nate qui frappe des gens, Nate qui a une relation toxique avec Maddie, Nate qui menace des gens, Nate qui fait du chantage, Nate c'est Joe de You mais en pire. Déjà j'ai adoré toutes les scènes avec Nate et j'ai adoré la scène où il frappe Tyler, je trouve que c'est une scène extrêmement marquante. En plus à cette bande son excellente qui passe par dessus, mais tu vois le côté psychotique de Nate et l'acteur est génialissime, je trouve qu'il est extrêmement menaçant, il est vraiment parfait dans le rôle, il est grand, il est baraque, il fait peur en fait, ça qui est bien, il fait peur mais il a l'air tout gentil, c'est le quarterback, enfin pour moi c'est un traitement de personnage absolument génial. La scène où Nate gueule par terre, c'est traumatisant, vraiment que ton fils il se cogne la tête par terre, qu'il commence à gueuler de partout, c'est traumatisant. Sa relation toxique avec Maddie, elle est incroyable, vraiment tu sais qu'ils vont finir ensemble mais en même temps tu sais qu'ils vont divorcer, puis ils vont finir ensemble puis divorcer, c'est exactement ce qu'ils disent dans la série. Et Maddie pareil, elle a toute cette évolution où vraiment elle est pas fidèle du tout à Nate, même si en théorie elle était en break quand elle a couché avec d'autres personnes, mais c'est une meuf qui veut rien faire, donc c'est un peu une michto, on est d'accord, mais c'est une meuf qui veut vraiment rien foutre de sa vie et Nate est parfait pour elle. Nate il est parfait pour Maddie et vice versa parce que lui il veut la protéger, lui peut tuer pour elle et Maddie bah elle peut rien foutre pour Nate et juste coucher avec lui, recevoir des cadeaux, relation parfaite. Donc c'est intéressant comment on t'a montré que cette relation toxique là entre Nate et Maddie est bien en fait. Ils s'aiment, ils peuvent pas vivre sans, même si elle porte plainte, etc. Tu te rends compte qu'ils sont faits l'un pour l'autre. La relation, au final, est assez attachante. T'y crois et t'as envie que ça aille plus loin. C'est un peu bizarre de dire ça parce que c'est une mauvaise relation, mais c'est justement le but de la série, c'est de montrer que même les mauvaises relations, si ça concerne que deux personnes, ça peut peut-être marcher. C'est le jeu d'acteur de Casey que j'ai trouvé un peu bancal au final, c'est que bon, j'ai compris son personnage, d'où il est venu, mais il a pas énormément de développement de personnage parce que oui, il y a son histoire avec son père, il y a l'histoire qu'elle tombe toujours amoureuse de quelqu'un parce qu'elle a pas envie de se sentir seule. Et même si la scène d'avortement était très belle avec justement cette femme qui est libérée, qui refait du patin à glace comme dans sa jeunesse, t'as vraiment tout cet aspect au rêve qui n'a jamais eu lieu, à l'innocence de la jeunesse et à quel point cette femme vient un peu de briser son innocence parce que voilà, elle est dans des vraies situations maintenant. Un avortement c'est un truc d'adulte, enfin pas forcément d'adulte mais c'est un truc sérieux en tout cas. Et voir cette scène à la patinoire, c'est un peu son rêve d'enfance qui disparaît, c'est un peu la vie qu'il aurait aimé avoir. Et c'est vrai que la relation qu'elle a avec Chris, c'est un peu le cœur de cette série là parce qu'elle était trop naïve, elle était un peu trop gentille, du coup elle s'est faite manipuler par des mecs qui voulaient juste la baiser. Et c'est dur d'entendre ça quand Daniel lui dit mais les gens veulent juste te baiser. Tu peux pas être bien dans ta peau quand t'entends ça quoi. Moi s'il y a des meufs qui viennent me dire ouais on veut pas sortir avec toi, on veut juste te baiser, honnêtement je me remets en question, je me dis mais putain je vis une vie de merde quoi. Et c'est pas forcément ma faute, mais c'est vrai que l'apport social du truc ferait chier quoi. Et j'imagine même pas la situation dans laquelle est Casey, ça doit te terrasser d'entendre ça, vraiment. Mais j'ai beaucoup aimé sa relation avec Chris parce qu'il s'aime vraiment et tu sens que Chris, vu que c'est un mec bien, même s'il fait un peu des bêtises, des fois même s'il est un peu emporté par ses émotions, il a du mal à savoir ce qu'il va faire de sa vie ce Chris, mais ils s'entendent bien ensemble, tu vois, c'est un mec sympa, c'est un mec qui mérite d'avoir une meuf et là la relation marche bien aussi. On a du côté une fille qui a fait des erreurs parce qu'elle était trop naïve, elle découvrait un peu son corps, elle découvrait un peu ce que c'était de pas être seule, et le côté ce Chris qui avait des rêves et il rencontre une fille qui lui plaît vraiment et il essaie de pas déconner avec et en même temps il essaie de jouer ce côté macho qui marche pas du tout avec lui. C'est un peu la thématique de la prétention pour Chris, mais au final la relation marche bien et je sais pas comment se finit la saison parce qu'on n'a pas vraiment de réponse par rapport à ça, mais j'espère que la relation va durer parce que même s'ils veulent pas cet enfant, ce qui peut paraître un peu normal parce que quand même un enfant à 21 ans c'est chaud, je juge pas. Mais c'est chaud, j'aimerais qu'ils finissent ensemble parce qu'ils se méritent tous les deux et même s'ils ont fait des erreurs, ça peut marcher. Et j'espère que ça va marcher. J'ai beaucoup aimé Fez aussi, le dealer, parce que même si c'est un dealer, tu vois qu'il a arrêté l'école et c'est un peu son travail, il en a besoin pour vivre, tu vois à quel point il a une bonne relation avec Rue, à quel point vraiment c'est un mec bien au final. C'est pas parce que t'es dealer de drogue que t'es un mec mal à la base. Oui, tu vas finir dans des situations où t'aurais pas dû finir normalement si t'avais une vie normale entre guillemets. Mais là, tu vois que c'est un mec bien et j'ai beaucoup aimé voir cet aspect du dealer sympa. Pas le mec qui veut tuer des gens, il veut même pas blesser le docteur à la fin, il veut juste récupérer la thune sans faire de victime et quand il voit le gosse dans la maison, il se sent mal forcément parce que c'était pas prévu. Donc j'aime beaucoup le fait que c'est un mec sympa, il a une bonne relation avec tout le monde et étonnamment quand il se fait raid sa baraque et il perd toute sa drogue, tu te sens mal pour lui. Mais en tant que personne, c'est un mec bien et t'as envie qu'il s'en sorte, t'as envie qu'il ait pas de problème et j'espère qu'il va bien et qu'il n'est pas mort ou quoi que ce soit parce que c'est vrai que l'autre dealer là-bas il est menaçant. Petit aparté, mais sachez que le fentanyl, je crois que ça se prononce comme ça en français, c'est un vrai problème aux États-Unis parce qu'il y a beaucoup d'héroïnomanes qui veulent
acheter de l'héroïne et des fois il reçoit du fentanyl en échange. C'est pas du tout les mêmes doses et ça cause énormément de problèmes d'overdose et il y a beaucoup de personnes qui meurent en prenant ça. Et quand Rue dit que c'est la meilleure sensation du monde, c'est peut-être vrai, mais il y a grosse chance de OD sur ça quoi. Et le fait de donner ça à quelqu'un comme Rue qui est jeune, ça montre les intentions malsaines du mec. Par contre, même si FaZe est plutôt sympa, le fait que son petit frère soit dans le business, qu'il ne soit pas à l'école, c'est beaucoup moins sympa. Même s'il est un peu drôle parce qu'il est vraiment trop expérimenté pour son âge, c'est pas cool. Il a déjà 2 tatouages ici, je comprends pas la situation. En tout cas, je crois qu'on est tous d'accord pour dire que le meilleur personnage de cette série, c'est Lexi, parce que la pauvre, elle fait rien, elle est ignorée par tout le monde, même la série l'ignore, la pauvre, alors qu'elle est sympa, elle est jolie, elle a tout ce complexe d'infériorité par rapport à sa sœur. Mais même elle, qui est quasiment peu présente, et il y a vraiment une vraie personnalité. Que sa sœur soit la plus appréciée de la famille, plus appréciée des gens, ça lui donne vraiment une complexité de personnage et c'est grave cool. Les gars ou les filles, si vous voyez une Lexi dans votre vie, allez la chercher parce qu'elle mérite le coup. Maintenant, faut parler de Kat parce que j'ai bien aimé certains aspects de son personnage. J'ai bien aimé sa sexualité libérée où elle se rend compte qu'en fait elle peut coucher avec tout le monde parce que les mecs ils coucheraient avec tout le monde. Ce qui en soi, je pense que socialement, c'est vrai qu'un mec a plus tendance à tout coucher avec des filles. Du moins, c'est plus facile pour lui de coucher avec quelqu'un qu'une fille de coucher avec un mec. Mais en même temps, tu comprends les deux côtés de la pièce. Dans le sens où les mecs avec lesquels couche Kat, ils veulent pas tout le temps que coucher, mais Kat les force un peu à coucher parce qu'elle est pas intéressée par autre chose. Du coup, elle tombe que sur des mecs qui jouissent trop vite. Du coup, Kat pense que tous les mecs sont pathétiques. Et de l'autre côté, t'as cette femme qui pense que sa seule valeur, à cause du fait qu'elle soit grosse et à cause de son manque de confiance en soi, soit sexuelle. Donc socialement, ce qui s'est passé, c'est grave intéressant parce que du coup, d'un côté, elle impose sa sexualité aux autres. Et au fait, elle pense que coucher avec plein de personnes fait d'elle une meilleure personne, elle fait d'elle une personne libérée. Et elle se rend compte qu'en fait, c'est faux. C'est pas ça qui fait d'elle une personne libérée, c'est le fait de rencontrer quelqu'un qui l'apprécie vraiment. Et quand t'as ce jeune homme dont j'ai quand même osé appeler le prénom, qui veut passer du temps avec elle, le seul, alors ça va être un peu cru ce que je vais dire, mais c'est le seul qui lui fait plaisir oralement, ça montre bien que le mec est moins égoïste, ça montre que le mec il veut faire plaisir avant d'en recevoir du plaisir. Et du coup, Kat, quand elle voit ça, et elle se dit, il y a peut-être un moment où ma sexualité, c'est peut-être pas ce qui me définit. Et je pense qu'il y a pas mal de femmes qui doivent avoir cette volonté d'être libérées sexuellement, de coucher avec qui elles veulent. Et en même temps, je pense que ça doit pas forcément remplir l'ego. Ça doit pas forcément faire du bien moralement, parce que c'est que du sexe. Et au final, le que du sexe, ça ramène à rien dans la vie. C'est toujours mieux d'avoir une relation sérieuse avec quelqu'un, même si c'est un apport sexuel sérieux. Juste qu'il y ait quelques trucs avant. C'est ce qui est très bien dit dans la série. Ce qui se passe avant le sexe, c'est mieux que ce qui se passe après. Et c'est un peu ce que Kat n'a jamais réellement eu. C'est ce moment avant le sexe, c'est de se dire voilà, je vais passer un bon moment, je vais coucher avec quelqu'un de sympa. On parle pas forcément de sortir avec quelqu'un, d'avoir un couple, mais juste avoir ces un jour ou une soirée ou même 2 jours avant de coucher avec quelqu'un pour te dire qu'au moins je couche avec une personne qui me plaît. Ça fait toute la différence. En tout cas, moralement, psychologiquement, c'est pas le même délire et du coup, tu t'en rappelles. Les autres, t'oublies, les autres... t'en fous. Donc toute cette thématique là, j'ai vraiment apprécié. Par contre, le fait de dire que c'est ok d'être grosse, non. Vous allez dire que je suis peut-être un peu extrême, mais je refuse. J'étais gros. C'est pas bien d'être gros, ok? C'est pas bien du tout. Il faut pas encourager les gens à être gros. Il y a des gens qui la traitent de grosse, et ça c'est bien parce que c'est réaliste, mais le côté c'est bien d'être grosse... Non, franchement non. Ça c'est non pour moi. Évidemment, faut pas se moquer des gros, encore une fois, et si vous me dites dans les commentaires que non, elle est pas grosse, arrêtez de déconner quoi. Elle est clairement grosse, mais faut pas le voir comme une insulte, justement, faut le voir comme un fait, c'est pas grave. Mais c'est pas bien non plus, faut juste essayer de faire des efforts pour ne plus l'être. Et la série ne pousse jamais vers ça. J'espère que dans la saison 2, il y aura un peu plus de ça, parce que faut pas mettre cette idée dans la tête des jeunes, en mode c'est bien d'être grosse. Non, ça faut pas, c'est pas bien. Et c'est pas grossophobe, parce que je dis moi j'ai aucun problème, vous faites ce que vous voulez, c'est votre vie. Mais juste, c'est pas un message qu'il faut partager dans une série télé. Parce que dès qu'elle change de style vestimentaire, il y a plus rien, il y a plus personne qui la traite de grosse. Le poids, ce n'est pas dans la tête. Le poids, c'est peut-être un impact psychologique important, c'est vrai, je suis le premier à le savoir, à le dire. Moi, je suis très conscient de mon poids et ça me stresse, évidemment. Mais c'est pas parce que demain, je vais m'habiller différemment que je serai plus gros. Je serai toujours gros, quoi. Et c'est pas parce que je le cache mieux ou je suis plus fier de ce que je suis. Même si demain, je suis gros et je suis fier d'être gros, ça change pas le fait que je suis gros. Mais mis à part cette thématique du poids, son personnage est extrêmement bien traité. Il est très très bien mis en valeur. Et honnêtement, moi, j'ai adoré cette question de sexualité libérée, mais pas émotionnellement libérée. Je trouve ça très pertinent. Maintenant, parlons de Jules. J'ai beaucoup aimé le personnage de Jules parce qu'au début, donc, c'était un garçon qui a voulu faire sa transition pour devenir une femme. J'ai beaucoup aimé sa transition parce que c'est pas une thématique dans la série, en fait on s'en fout. Et c'est la meilleure manière de gérer le fait d'avoir un personnage transsexuel, c'est de s'en foutre. Personne ne la traite de transsexuel pour le coup, parce qu'au fait on dirait pas. Tu te rends pas compte qu'au début c'était un garçon, tu vois juste une femme. Et je trouve que ça c'est brillant parce que toute la transition elle s'est plutôt bien passée, c'est pas un problème dans la série. Et ça c'est une bonne manière de montrer vraiment que c'est ok d'être transsexuel, c'est tout à fait ok de vivre comme elle vit. Et du coup on se concentre jamais sur ses problèmes d'hormones, il y en a quasiment
absolument pas. On se concentre jamais sur ses problèmes de transition, on se concentre juste sur ses problèmes de femme, ses problèmes d'adolescente. Et tout le moment où elle tombe amoureuse de Nate, j'ai adoré. La scène dans l'épisode 3 où ils s'envoient des messages, c'est brillant. Avec l'écran coupé en deux, les messages, les sourires, et à la fin quand ils sont tous les deux dans la salle et la ligne disparaît, c'est génial. J'ai déjà vu ça dans plein de films évidemment ou de séries, mais là c'était tellement bien fait, j'ai adoré. C'est un personnage qui aime aimer, c'est un personnage qui est libéré sexuellement, et c'est intéressant parce qu'elle tombe facilement amoureuse de personne, elle est super gentille, elle est super sympa, y a aucun problème, et c'est juste une crème au fait. Bon, elle est un peu trop sympa, elle est peut-être un peu trop naïve. D'ailleurs, Rue le dit très bien, elle est un peu trop parfaite, et elle est géniale, et toutes les relations qu'elle a avec tout le monde dans ces séries là sont géniales parce qu'elles sont prises avec maturité, c'est sérieux, et elle est juste grave gentille. Donc je trouve que c'est un personnage qui est extrêmement bien traité parce qu'il est traité avec sérieux, il est traité avec beaucoup de maturité. Et évidemment, finissons avec Rue. Rue, elle a vécu plein de trucs durant cette saison. Elle a fait donc une OD au tout début, elle est partie au désintox, elle est revenue, elle s'est redroguée, elle a rencontré Jules, du coup elle a arrêté de se droguer, elle est tombée amoureuse de Jules et du coup elle a commencé à retomber en dépression parce que Jules est parti, il y avait un truc qui clochait pas avec elle, et l'épisode de la dépression c'est mon préféré de la saison, tu vois à quel point elle est tourmentée, c'est génial, elle reste dans son lit comme une merde, c'est ce qui se passe quand t'es déprimé, tu fais rien, t'es comme une merde dans ton lit, t'as même pas envie de pisser, t'es tellement dans la merde. J'ai adoré, donc l'épisode de la dépression était brillant, et à la fin elle tombe amoureuse de Jules, elle veut partir avec elle, et puis au dernier moment elle dit non, et elle refait une OD à la fin. La scène de fin presque musicale et brillante avec Zendaya, c'est une actrice phénoménale, vraiment elle a montré qu'elle est géniale dans ce rôle, elle a géré de A à Z, mais elle est passée par tellement de moments différents, tu vois un peu son côté presque bipolaire, ça se ressent par les différentes personnalités qu'elle interprète. À un moment c'est une prof, elle explique ce que c'est un bon dick pic, à un moment elle joue au détective, et tu vois à quel point elle est menaçante parce que même avec ses mots, elle arrive à obliger des gens à faire des choses pour elle. Elle a pas sa sexualité pour jouer avec, elle a pas forcément de force, de violence, elle est juste intelligente avec les mots. Et tu la vois passer par ces différentes phases, le moment où elle gueule sur Fez en mode je te déteste, etc. Tu vois les différentes phases par lesquelles elle passe, et putain, c'est une actrice de haut niveau. C'est sûrement la meilleure actrice de cette série, elle a montré de A à Z qu'elle est incroyable, et moi j'ai juste adoré son personnage, son jeu d'acteur, et elle est juste le personnage le plus attachant de cette série parce qu'elle a des problèmes, mais elle essaie de lutter contre ça, et en même temps, tu sais pas trop si elle essaye vraiment. Donc voilà, c'est haut et c'est bas, j'ai adoré parce qu'elle en parle justement, et juste c'est des montagnes russes sa vie. Comme la série c'est des montagnes russes, tu vas au rythme de la série, tu vas au rythme de sa vie. Et c'est des vraies montagnes russes comme une montée, une descente de drogue, et c'est brillant, vraiment c'est brillant. Elle a peur d'avoir des responsabilités, elle sait pas ce qu'elle va faire de sa vie, Nate lui dit très bien à la fin, toi, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Pas grand chose au final, et c'est vraiment triste, et t'aimes ce personnage là et t'as envie qu'il réussisse, mais tu sais pas ce qu'il peut faire vu son état, tu sais vraiment pas. Enfin bref, je m'attendais pas à faire une vidéo aussi longue sur Euphoria, mais voilà, elle est là, je pourrais en parler pendant encore des heures, j'ai hâte que la saison 2 sorte. C'est vraiment une montagne russe émotionnelle et c'est vraiment génial pour ça. Comme d'habitude, mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de Euphoria, vous détestez, adorez. Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien d'inscription et dans le commentaire pour voir des petites pubs, et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news, et salut à tous.